Après les dernières exactions des rebelles à Iringeti dans le territoire de Béni, le ministre de la Défense nationale Crispin Atamatabe et le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies RDC, David Gressly, ont pris des dispositions stratégiques et urgentes pour restaurer la paix dans cette partie du pays. Et puis, lancement officiel ce lundi du test pilote des kits d'enrôlement des électeurs et des sources d'énergie, présidé par Corneille Nangaa, le numéro 1 de la CENI. Cette opération pour la ville de Kinshasa a eu lieu à l'Université pédagogique nationale. Ce processus devra conduire à la validation d'un seul fournisseur du matériel nécessaire à l'inscription des électeurs et à la production des nouvelles cartes d'électeurs biométriques. Nouvelle édition du journal sur Télé 50. Bienvenue à tous. Situation sécuritaire à Béni après les dernières exactions des rebelles ADF à Iringeti. Le ministre de la Défense nationale Crispin Atamatabe et le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies RDC, David Gressly, ont pris des dispositions stratégiques et urgentes pour restaurer la paix dans cette partie du pays. Les deux personnalités ont également fait le point sur la finalisation du processus de démobilisation, désarmement et réinsertion des ex-combattants rééduqués à Kitona et Kamina. C'est une arrivée matinale du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies à RDC à l'office du ministre de la Défense nationale. J'ai bien reçu votre note. Pendant cet échange, David Gressly soulève l'inquiétude des Nations Unies sur les dernières exactions dans les territoires de Béni à Iringeti. Je suis ici pour discuter ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour faire face à ça. Ça fait un problème majeur pour la population civile localement, on le sait. Et c'est important maintenant de revoir nos approches pour voir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour protéger les civils. Pour nous, ça c'est une situation très préoccupante. C'est la même chose pour le gouvernement et c'est pourquoi on a eu cette réunion aujourd'hui. En ce qui concerne la démobilisation, désarmement et réinsertion DDR, plusieurs études sont faites dont les accords sont celles dépassés au rapatriement des ex-combattants basés à Kitona et Kamina. On va continuer de donner notre appui de notre côté de la MONUSCO pour les camps en attendant que les préparations soient faites pour leur retour. Donc, je sais que ça c'est en cours et on a discuté le progrès pour ça. Mais ce qui est important est que tous les préparatifs soient faits avant qu'on envoie ces combattants, ex-combattants sur le terrain. Donc, c'était dans ce sens qu'on a eu cette discussion aujourd'hui. La coopération FARDC-MONUSCO a été raffermie davantage après la résolution 2277 du Conseil de sécurité de l'ONU qui permet les renforcements des troupes de la MONUSCO sur terrain pour une opération de plus en plus efficace des FARDC. Et la population de Goma a, à travers une commémoration, dédié la journée dès ce lundi aux 21 personnes victimes des derniers massacres des civils commis par les rebelles ougandais des ADF dans la nuit du 3 au 4 mai dernier dans le territoire des Béni au Nord Kivu. Tous étaient vêtus de noir en signe de deuil. La coordination provinciale de la société civile Nord Kivu qui a initié cet événement a compati avec les familles des victimes avec comme slogan la cessation des tueries, car pour le président de cette plateforme, Thomas Dakar, c'est la seule manière d'interpeller le pouvoir et tous ceux qui commettent ces crimes. Et ces communiqués du gouverneur de la ville de Kinshasa, les tirs entendus ce lundi dans la périphérie de Kinshasa-Est et dans la ville de Kinshasa ne sont que l'effet des entraînements des FARDC à Kibomango. La précision vient d'être donnée par le gouverneur de la ville capitale, André Kimbuta, qui exhorte les Kinois à ne pas céder à la panique. Autre chose à présent, c'est le lancement officiel ce lundi du test pilote des kits d'enrôlement des électeurs et des sources d'énergie, présidé par Corneille Nangaa, le numéro 1 de la CENI. Cette opération pour la ville de Kinshasa a eu lieu à l'Université pédagogique nationale. Il s'agit d'un processus qui devra conduire à la validation d'un seul fournisseur du matériel nécessaire à l'inscription des électeurs et à la production de nouvelles cartes d'électeurs biométriques. Nous sommes dans la salle polyvalente de l'Université pédagogique nationale UPN. D'ordinaire consacrée aux activités académiques et scientifiques, surtout la défense des mémoires et des thèses, cette salle a connu aujourd'hui une ambiance toute particulière.
l'activité liée à la suite du processus électoral au Congo-Kinshasa. Il s'agit du lancement officiel par la Commission électorale nationale indépendante du test pilote des kits d'enrôlement et des sources d'énergie. L'opération devra départager les 2 fournisseurs restés dans la course afin de commencer la révision du fichier électoral, base de ces élections. Cette opération de révision du fichier électoral est la base sans laquelle on ne sait pas organiser les élections. Nous constituons le fichier de 42 millions d'électeurs sur tous les territoires nationaux. Cette opération va donc commencer dans les jours qui viennent et cette activité que nous avons animée aujourd'hui sur le terrain va nous permettre dans 10 jours au plus tard d'avoir les fournisseurs qui auront gagné le marché. La cérémonie a été lancée en présence de l'autorité municipale de Ngaliema, du comité de gestion de l'UPN, des étudiants ainsi que d'autres habitants du quartier Biza-UPN. Cette opération doit se poursuivre en milieu rural, dans le village Ngombe Matadi. Nous serons là, au Congo central. L'actualité, c'est aussi le gouvernement congolais et le secteur minier qui se sont mis ensemble pour trouver des solutions adéquates par rapport au remboursement de la TVA, ce qui justifie l'échange ce lundi sur la contribution de ces secteurs dans les finances de l'État en dépit de la conjoncture actuelle. Ils sont venus de toute la RDC afin de prendre part à cette rencontre aux allures salvatrices. À travers mon ministère. Nous sommes au Fleuve Congo Hôtel. Ici, l'heure est plutôt à la concertation et au dialogue. 2 parties sont face à face. La Chambre des mines de la FEC, les directeurs généraux des régies financières et les gouvernements congolais, représentés ici par le ministre des Finances et son vice. La marche du secteur minier est au menu, et surtout la question liée au remboursement de la TVA. Il était tout à fait normal que nous puissions nous concerter pour voir dans quelle mesure, permettre au secteur minier de continuer à jouer son rôle, 2, examiner avec ces secteurs quelques questions spécifiques, notamment la question sur la problématique de la TVA remboursable. Nous leur avons donné des précisions en ce qui concerne la mesure qui avait été prise il y a quelques semaines. Une mesure qui avait en son temps provoqué des inquiétudes, la suspension des remboursements des crédits de TVA, principalement de l'encours cumul, depuis 2012. C'est une question qui est en étude au niveau du gouvernement et que dans les jours qui viennent, c'est-à-dire très bientôt, une réponse nous sera donnée pour pouvoir justement continuer les remboursements qui sont dus à l'industrie minière. Ouf de soulagement parce que vous vous rappellerez qu'il n'y a pas longtemps, on avait suspendu le remboursement de la TVA. Si on arrivait à rembourser cette TVA, ça nous permettrait vraiment de faire face à nos engagements et ça sera vraiment une solution salutaire pour nos sociétés. Bonne nouvelle tout de même qui remet en confiance les secteurs miniers. La mesure levée et les remboursements de la TVA peuvent reprendre. Ces ressources, une obligation légale, vont continuer à financer les programmes d'investissement productifs, sociaux et sauver ainsi des emplois du secteur minier. Affaire recrutement des mercenaires, après 8 heures d'instruction au parquet général de Lubumbashi, Moïse Katumbi a été relâché dans la soirée de ce lundi. L'ancien gouverneur de l'ex-Katanga revient le mercredi prochain pour le même exercice. Josué Mouyomba pour les détails. C'est à 10 h heure locale que l'ancien gouverneur de l'ex-Katanga est arrivé au palais de justice de Lubumbashi. Vêtu en blanc, Moïse Katumbi était accompagné de ses fans et cadres du G7. Il était à bord d'un bus Mercedes de couleur noire. Parmi les personnes qui l'ont accompagné, il y a la coalition de ses avocats, dont Maître Azarias Roberoy Manioua. Puis Katumbi Chapoué a été conduit dans l'une des salles du parquet général de la ville pour être auditionné par les magistrats sur l'affaire de recrutement de mercenaires que le gouvernement congolais lui reproche. L'instruction s'est déroulée à huis clos jusqu'à 18 h 10 heure locale.
Tout s'est passé dans le calme. Aucun incident majeur a été observé. Aux alentours du palais de justice, on a vu plusieurs observateurs, des journalistes et sportifs sous l'œil vigilant de la police. Le prochain rendez-vous entre Katumbi et les juges du parquet général de Lubumbashi est fixé pour le mercredi prochain. Du côté du parquet, comme dans le camp de la défense de l'ancien gouverneur de l'ex-Katanga, on s'est réservé de tout commentaire à la presse. Lubumbashi, Josué Muyumba, Télé 50. Restons toujours en justice. La haute cour militaire a siégé vendredi dernier sur le cas Germain Katanga. L'audience a été consacrée essentiellement à la réponse de la Cour pénale internationale concernant la demande du gouvernement congolais de réjuger Germain Katanga, qui est déjà en train de purger sa peine à Kinshasa depuis le 18 janvier dernier. Après l'ouverture de l'audience par le président des séances et la lecture de l'extrait de rôle par le greffier en chef, le ministère public a livré à la Cour 2 documents venant de la Cour pénale internationale. Dans ces documents, il est approuvé que Germain Katanga est bel et bien poursuivi en République démocratique du Congo pour des faits autres que ceux pour lesquels il a été condamné par la Cour pénale internationale. Nous estimons que Germain Katanga doit être poursuivi au même moment que nous classe, au même moment que les autres co-prévenus. Toutefois, la défense qui s'est inclinée devant la décision de la Cour pénale internationale a tenu à rappeler que la juridiction internationale a violé des dispositions internationales, notamment l'article 108 du statut de Rome, mais aussi l'article 6 de l'accord ad hoc conclu entre elle et le gouvernement congolais. Pendant ces temps à Kinshasa, après leur désaveu à Mwando Simba pour avoir délibérément violé les statuts et règlements intérieurs de l'UNADEF, trahissant du même coup l'alliance avec la majorité présidentielle, les élus et cadres de l'UNADEF ont échangé ce lundi avec Baminakou, secrétaire général de la majorité présidentielle, pour leur retour au sein de cette famille politique. Il reproche à Charles Mwando Simba de s'être désolidarisé de la majorité présidentielle en renliant le G7 sans avoir au préalable consulté les différentes instances dirigeantes du parti. Nous avions estimé que le parti déraillait déjà par la volonté dictatoriale d'une seule personne. C'est ainsi que nous avions décidé de continuer avec notre logique jusqu'au bout du tunnel, de venir nous présenter à notre famille originelle qui est la majorité présidentielle, via le secrétariat général, où nous sommes venus déposer notre déclaration, où nous avions échangé et on a pris acte de celle-ci et qu'il nous reste juste à faire des formalités d'usage parce que, vous savez, la majorité reste toujours respectueuse des textes et des lois réglementaires du pays, afin que nous puissions formaliser notre option salvatrice pour l'ensemble et la majorité silencieuse de l'INADEF à travers le pays. Les changements d'abord portent d'abord sur le respect, la culture de respect des textes, parce que nous avions compris plus de 23 ans, nos statuts n'ont pas été respectés, ont été violés. La Convention nationale, qui est l'organe suprême qui réglemente la vie politique de ces partis, n'a pas joué son rôle. Le rôle de cette convention n'était que la volonté d'un seul homme qui est le président national. Le premier changement, c'est la culture du respect des textes. Le deuxième changement, c'est rendre l'INADEF un parti compétitif. Pendant 23 ans qu'on l'a géré, sans partage du pouvoir, sans aucune alternance, la productivité politique n'est pas démontrée aujourd'hui. L'INADEF a mérité plus, mais la productivité politique, imaginez pendant 23 ans, le président national est incapable de produire même plus de 10 députés. Ce n'est pas une dissidence. À l'INADEF, l'exception est que nous ne sommes pas INADEF B. Nous sommes l'INADEF originel et l'unique INADEF. Il n'y en a plus deux et il n'y en aura pas. Parlons à présent de cette mise au point du président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, en rapport avec la question orale avec débat adressé au Premier ministre dernièrement sur l'exécution du programme du gouvernement par le député national de l'opposition Bindoulé. Pour le président de l'Assemblée nationale, cet exercice entre dans les cadres normaux du rôle d'un élu du peuple. Rien n'a été orchestré pour influencer l'auteur de cette interpellation. Nous avons deux tâches, légiférer et contrôler. Il me semble que nous devons comprendre qu'au-delà
de cet exercice individuel, il y a aussi la protection de l'institution. Dès qu'il y a une initiative de contrôle parlementaire, ça signifie automatiquement pour bon nombre qu'il y a une action politique ou politicienne individuelle contre un membre du gouvernement et généralement à l'initiative du président de l'Assemblée nationale. Je ne suis pas celui qui initierait une question orale, une motion contre membre du gouvernement parce que je suis de la majorité. Mais je suis appelé à respecter aussi l'identité des opposants. Je dénonce aussi ce qu'une certaine presse a écrit aujourd'hui, parce que c'est inacceptable qu'un président de l'Assemblée nationale, qui est conscient de ce statut, que je puisse me retrouver dans un hôtel pour recevoir un collègue initiateur d'une question orale avec débat, et rédiger pour son compte la conclusion de sa question orale avec débat. Si le collègue Bindoulé a fait pareille déclaration, j'entends saisir le comité de sages à ce sujet. J'entends saisir aussi dès aujourd'hui le CESAC et je me réserve le droit de saisir la justice. Initiateur de la question orale avec débat, rédacteur de la conclusion, et organisateur d'une pétition, d'une motion qui n'existe même pas apparemment, c'est des accusations en réalité qui entachent sérieusement la crédibilité de l'institution. Dans l'actualité également, cette tournée de sensibilisation de Marcel Ilunga, le président de l'UNAFEC dans l'ex-Katanga, il a échangé ce lundi avec le haut cadre de son parti sur l'implantation de l'UNAFEC dans les 26 provinces de la RDC. Le message clé de son adresse reste la vigilance tous azimuts. Autorité morale au parti Yetui, Joseph Kabila Kabange. Devant les militants de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, UNAFEC, section Okatanga, a réuni ici au directeur provincial de Lubumbashi. Et c'est un Marcel Ilunga Leou, président de ces partis, est déterminé à faire de l'UNAFEC la première force politique du Grand Katanga. Et c'est la vision partagée avec le nouveau comité provincial installé récemment. Au cours de l'échange, la situation sécuritaire préoccupante dans les Hauts-Katanga sera aussi évoquée. Cette situation qui dit reste est très déplorable, ne peut pas laisser l'UNAFEC indifférente. C'est pourquoi j'ai tenu à dénoncer avec la dernière énergie le recrutement de mercenaires dans les Hauts-Katanga. En cette période, la vigilance reste le mot d'ordre du président national de ces partis, Marcel Ilunga Leou, aux militants, à ses cadres. Nous ne pouvons donc pas accepter que quelqu'un cherche encore une fois de plus à sacrifier les fils et les filles du Katanga. Ainsi, j'en appelle à toute la jeunesse du Haut-Katanga, du Lualaba, du Haut-Lomami et du Tanganyika à redoubler la vigilance. Puis la nouvelle dynamique de la société civile RDC demande au chef de l'État, Joseph Kabila, de doter les mécanismes concrets aux troupes engagées dans la traque des ADF Nalu en territoire des Béni Nord Kivu ou carrément remplacer ces troupes engagées dans ces opérations. Jean Kijana, président national de cette organisation de la société civile, annonce la tenue d'une messe d'action de grâce et d'une marche pacifique en mémoire des victimes des massacres de Béni. Jean Kijana est au micro d'Amani Alimassi. La NDC recommande au chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la RDC, primo, de se mettre dans cette peau en prenant des mesures qui s'imposent en déployant nos meilleures unités avec tout l'arsenal militaire que nous voyons défiler lors des manifestations à Kinshasa et dans d'autres grandes villes du pays. Secondo, de décréter 3 jours de deuil national en mémoire de toutes les victimes du terrorisme de Béni. À la MONUSCO, de passer à des actions militaires d'envergure avec ou sans les FARDC afin de mettre réellement en application le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Ce n'est qu'à ce prix qu'elle prouvera la face du monde qu'elle n'a rien de compliqué avec nos bourreaux. Sinon, l'histoire la rattrapera un jour. À la population congolaise, de veiller l'élan de solidarité nationale et d'appartenance à une même mère qu'est la nation congolaise, en se liguant comme un seul homme
pour dire non au terrorisme à Béni, non au viol, non aux groupes armés et non à l'état. C'était l'essentiel de l'actualité. Je vous rappelle les titres. Après les dernières exactions des rebelles ADF à Iringeti dans les territoires de Béni, le ministre de la Défense nationale Crispin Atamatabé et le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies RDC, David Gressly, ont pris des dispositions stratégiques et urgentes pour restaurer la paix dans cette partie du pays. Et puis, lancement officiel ce lundi du test pilote des kits d'enrôlement des électeurs et des sources d'énergie, présidé par Corneille Nangaa, le numéro 1 de la CENI. Cette opération pour la ville de Kinshasa a eu lieu à l'Université pédagogique nationale. Ce processus devra conduire à la validation d'un seul fournisseur du matériel nécessaire à l'inscription des électeurs et à la production des nouvelles cartes d'électeurs biométriques. Ce journal est complètement fini. L'info reste en continu sur l'espace 50.